dans vos prises en charge que ça va aller finalement d'étape en étape aussi? Est-ce que les couples vont s'arrêter à une insémination artificielle, aller jusqu'à la fécondation in vitro, passer une grande étape, aller jusqu'au don d'ovocytes ou don de gamètes, envisager des maternités en solo? Moi, cela fait plus de 12 ans que j'accompagne finalement ces couples dans les longs parcours et j'ai toujours remarqué que finalement se tutoient le médical et le psychologique, les avancées technologiques et l'éthique, le couple et les réflexions de société. Et finalement, nos pratiques sont toujours, on est obligé de continuer à se questionner. Comment on va parler de ces infertilités? Comment affronter les tabous? Comment vaincre le découragement? Sans souvent la honte. Quel impact ces parcours vont avoir sur le couple? Pourquoi on va donner ses ovocytes? Que signifie finalement faire un bébé grâce à un don de gamètes? Et je pense que ça, c'est essentiel, c'est finalement la PMA, c'est-à-dire faire un enfant, alors qu'il s'agit de ce qu'il y a de plus intime et toujours un parcours à plusieurs. Vous allez être toute une équipe à entrer dans la vie intime de ces couples. Et les possibilités ouvertes par l'assistance médicale à la procréation conduisent les gynécologues et les biologistes à tenter de lever de plus en plus d'obstacles liés à la stérilité, à l'hypofertilité et à l'âge. Les situations d'infertilité, qu'elles soient féminines ou masculines ou partagées, s'avèrent insupportables pour les couples. Ces nouvelles thérapeutiques entraînent les patientes et leurs gynécologues finalement dans une spirale d'offres de soins et une demande d'enfants de plus en plus insistante. Donc finalement, se lancer dans une fécondation in vitro, heu, c'est une aventure difficile, non seulement parce que les enjeux sont très importants, mais aussi parce que le processus est long et que le moral n'a de cesse de faire des montagnes russes. Les difficultés physiques jouent naturellement aussi sur l'aspect psychologique. Je vous marque les changements de taux hormonaux, les effets secondaires des traitements, les complications éventuelles générées par un stress important qui affecte sans cesse leurs émotions. Il faut donc apprendre à gérer tout ça pour traverser plus sereinement cette étape de leur vie. Et ça aussi, je pense que c'est important que vous l'ayez en tête. Finalement, ce parcours de PMA a un impact sur plein de domaines. Ils ne sont pas juste un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants. Ça a des impacts sur leur sexualité, ça a des impacts sur leur vie sociale. Vous verrez que de plus en plus de vos patients auront du mal à sortir avec leurs copains, à avoir des couples qui, eux, réussissent à avoir d'enfants, souvent même aller à des réunions familiales. Les sœurs ou les frères des conjoints, eux, réussissent et pas eux, et ça les remet dans de grandes difficultés. Professionnellement, c'est très difficile de faire collaborer un parcours PMA et le travail, d'être à l'heure aux échographies, au monitorage des ovulations, d'aller faire des hystéroscopies, etc., etc. Ça, c'est un parcours qui est très chronophage. Il y a des études qui ont vraiment montré qu'il y a des femmes qui, du coup, ne prétendent pas à des postes, n'arrivent pas à changer de, enfin, parfois même à faire carrière parce qu'il y a des parcours PMA qui durent vraiment des années. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Je reviendrai sur se questionner encore et toujours. Alors nous, on a la chance parfois, quand on travaille à l'hôpital, d'avoir des staffs, de pouvoir même ouvrir une porte et aller voir le biologiste, le gynécologue, les sages-femmes. Mais c'est difficile quand on est tout seul dans un cabinet, j'imagine, en libéral, de prendre le temps de penser sa pratique. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, de pouvoir assister à des séminaires ou faire part aussi de vos réflexions et de vos interrogations. Parce que finalement, moi, je pense que la question de quelles sont les conséquences des possibilités offertes par la PMA, finalement, toutes ces techniques-là, quelles conséquences elles ont pour vos patients, quelles conséquences, quels sont les enjeux aussi qui résultent de ces contextes, de ces nouvelles façons de faire famille sur vos patients, sur les enfants qu'ils auront, sur les médecins que vous êtes. C'est extrêmement important de ne pas toujours être pris et aspiré par finalement le faire et la technique, selon moi. Euh, alors, je vais un peu m'intéresser quand même à la place du psychologue dans les services d'AMP. Pendant très longtemps, et il reste encore cette idée, on parlait de blocage psychologique. J'imagine que tout le monde ici a souvent entendu ça. Il y avait un livre qui s'appelle Les verrous inconscients de la fécondité qui avait énormément marché.
Et finalement, les psychologues, on se rendait compte, on se demandait, mais finalement, est-ce qu'on doit recevoir nos patients comme si on était des détectives en quête de causalité psychique de leurs symptômes d'infertilité? Et on avait cette place-là, puisque non, mais c'est dans ta tête. Non, mais t'as qu'à arrêter d'y penser, tu vas voir, ça va arriver naturellement. Mais en fait, ces phrases-là, qui sont un peu moins, maintenant on arrive à un peu moins les dire, elles sont quand même très souvent pensées. Et il y a des gynécologues aussi qui, parfois en consultation, en disant: «Madame, là, vous me paraissez très, très stressée, peut-être que ça va pas aider là pour le traitement». Bon, et en fait, ça, c'est des phrases extrêmement néfastes. Et finalement, les psychologues, on se disait aussi, bah, si le médecin, si l'équipe médicale puise finalement dans cette approche-là, l'approche du blocage psychologique, les raisons des échecs thérapeutiques, bah, ils s'en dédouanent un peu en attribuant finalement à la psyché de ces patients, bah, finalement les échecs de cette pratique-là. Et on est bien placé pour le savoir que la PMA, c'est pas 100% de succès et qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Euh, Et n'oubliez pas que ces phrases-là, comme c'est dans la tête ou même de dire c'est psy, ça fait ouvrir toute la place à la culpabilité, principalement chez les patientes. C'est de ma faute, le médecin m'a dit que j'avais un blocage, j'arriverai jamais à faire d'enfant, etc., etc. Euh, c'est dommage parce que c'est un peu coupé, mais il y a aussi, effectivement, sans parler de causes psychologiques, ou moi j'adhère pas trop à ça, effectivement, parfois il y a des nœuds dans les histoires des patients, des choses qui bloquent parfois à faire advenir ces grossesses-là, mais parler de blocage me paraît bien trop intense. Euh, et ce qui me permet aussi d'interroger finalement la place des hommes. En consultation psychologique, on a 90% des patients qui sont des femmes. Je m'interroge aussi sur ça, finalement, est-ce que seul l'inconscient féminin est imaginé comme participant à la fécondité conjugale et que les ovules, elles sont bloqués, l'endomètre est bloqué, mais par contre les spermatozoïdes, eux, il n'y a pas de part à l'inconscient, alors que, bon, il y a quand même 45% de taux d'infertilité, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, qui sont aussi l'infertilité pour cause masculine. Les moments où finalement on les reçoit les hommes, nous, c'est souvent parce qu'il y a un échec. Tiens, monsieur il a pas réussi à faire son recueil là. Est-ce que tu pourrais le voir? Monsieur, ce serait bien d'aller parler à la psychologue. Là aussi, je pense que c'est pas du tout simple de recevoir un homme dans cette circonstance-là. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de nous l'adresser. Et on a vu finalement les urologues et les andrologues arriver plus tardivement finalement dans les centres d'AMP. Et alors que je pense que, bien sûr que l'infertilité masculine reste encore tabou, c'est vraiment important de nous envoyer les patients hommes en consultation. Finalement, la place dans les services qui est complètement différent en libéral quand on reçoit les patients en cabinet, c'est pas une place qui est évidente. Déjà, on les reçoit, on a une blouse blanche, donc on est parfois confondu aussi avec le corps médical. Les patients ne se livrent pas forcément si facilement à la confidence. Ils ont peur qu'on répète aussi à l'équipe médicale pendant les staffs. Ils ont peur qu'on les évalue. Est-ce que j'ai face à moi un bon parent? Et je pense que tous les peurs qu'ils ont, qui nous projettent sur nous en tant que thérapeutes, restreint vraiment leurs paroles, ce qui n'est pas du tout le même cas quand on les voit à l'extérieur de l'hôpital. Et nous aussi, on se pose la question, ben, qu'est-ce qu'on va faire finalement des dires de nos patients? Qu'est-ce qu'on va faire de leurs confidences? Qu'est-ce qu'on peut délivrer à l'équipe? Qu'est-ce qui est bon qu'ils sachent? Qu'est-ce qui peut mettre en péril leur prise en charge, etc. Souvent, les troubles sexuels sont un peu passés sous silence. C'est un lieu qui est compliqué aussi de prise en charge thérapeutique à l'hôpital. Et finalement, c'est pour ça que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller voir un psychologue en libéral, mais on voit quand même la différence de cette prise en charge-là. Mais ces consultations sont extrêmement importantes. Elles permettent une ouverture aussi à la réflexion et au soutien dans ce parcours qui est très médicalisé. Et finalement, le lieu de la consultation, ça va être un lieu où on va pouvoir parler différemment de cette prise en charge-là, de mettre des mots sur ce qui se passe pour elles et pour eux,
et aussi pouvoir reprendre finalement les traumatismes obstétricaux, les deuils qu'il y a eu dans les familles, ou les morts aussi d'enfants qui constituent aussi souvent des sources de souffrance qui sont réactivées aussi avec les échecs de PMA et cette prise en charge-là. Et n'oubliez pas aussi de nous adresser les couples, parce que tout ce parcours-là, on sépare beaucoup. Il y a madame qui fait tous les examens, monsieur qui vient souvent que pour le recueil. Et donc, c'est finalement le moment où ils doivent être réunis pour faire cet enfant. Ils sont extrêmement, extrêmement séparés. Souvent, les femmes n'osent pas dire à leurs compagnons de venir alors qu'ils aimeraient. Elles disent, mais ça sert à rien, j'attends dans la salle d'attente. Alors que pas du tout. Être accompagné de son conjoint quand on attend la prise de sang, c'est aussi essentiel. Donc, quand on nous les adresse en consultation psychologique et qu'ils viennent à deux, ça les réunit aussi dans un entretien où ils peuvent finalement aussi se parler, se poser, retrouver une communication entre eux qui est souvent très, très altérée dans les moments de souffrance de leur vie comme ça. Donc ça, je vous l'ai dit, je pense que les psychologues sont indispensables, que les patients ont besoin de décharger leurs angoisses et de mettre surtout des mots sur des situations confuses qui sont souvent envahies par des émotions. De comprendre aussi comment l'infertilité vient s'intégrer dans leur récit de leur vie. Et on peut reprendre aussi beaucoup de choses, parce que la PMA, c'est très large. Là, je vous parle des couples, mais on a beaucoup aussi de patients qui ont des recours aux dons, de prendre le temps dans les consultations de réinterroger finalement cette place-là. Qu'est-ce qu'un donneur? Qu'est-ce qu'un couple qui reçoit? Comment être parent avec le don de gamètes? Il y avait je ne sais pas aussi si vous êtes au courant de tout ça, mais il y a peut-être parfois dans vos consultations, on peut vous interroger sur: «Bah, docteur, vous pensez quoi vous? Est-ce qu'il faut le dire à notre enfant qu'ils sont nés par PMA? Il faut le dire à notre enfant qu'on a recours aux dons? Est-ce que si on ne le dit pas, ça...» Et toutes ces questions-là, en fait, elles mettent du temps à être élaborées, à être pensées. Vous n'avez pas le temps en consultation de prendre cette place-là, de savoir, comment ils vont faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et pendant longtemps, dès que la création des sécos, c'est-à-dire des lieux où il y avait la possibilité de faire ces dons d'ovocytes et de spermatozoïdes, l'équipe médicale avait trouvé un accord commun en disant: «On ne dit rien, vous ne dites rien. De toute façon, on va appareiller les donneurs et les donneuses sur le membre du couple qui est infertile, donc ça se verra presque pas». Et finalement, on a le recul maintenant de plus de 30 ans, et donc ces enfants sont devenus adultes, et on a vu les dégâts que ça pouvait faire, de ne pas se connaître son monde de conception, de l'apprendre souvent au divorce du couple, ou au deuil d'un des 2 parents, et ça c'est des dégâts catastrophiques finalement d'avoir gardé pendant des années ce secret-là. Donc bien au contraire, une fois que le couple a pu, faire le deuil de cette génétique-là, a pu devenir parent, la possibilité de le dire et de le raconter aux enfants avec les mots qu'ils auront et la façon dont ça aura souvent été travaillé aussi en séance, avec leur thérapeute, est essentielle et est devenue très, très évidente. Hem, oui, mon dernier point, c'était par rapport aux équipes médicales. Moi, j'ai eu la chance de travailler auprès des équipes et je trouve qu'il y a des moments où finalement les équipes, elles aussi, sont désemparées face à des situations. Vous aussi, vous êtes des êtres humains comme vos patients et vous pensez, vous ressentez. Il y a des situations qui sont très complexes et je me souviens avoir été, appelée au laboratoire parce qu'il y avait une biologiste qui avait fait tomber la paillette et avait fait tomber les embryons par terre, et elle était dévastée. Et c'est des moments effectivement en fait, il y a le moment assez technique où on n'est qu'un manipulateur, de gamètes, et des moments où on se rend compte que pour elle, à ce moment-là, elle me dit: «Mais j'ai fait tomber leur enfant». Et donc voilà, je pense qu'aussi auprès des équipes, quand les patients sont trop agressifs aussi, parfois vous êtes le réceptacle aussi de beaucoup d'agressivité, de leur souffrance. Donc je pense que c'est, essentiel de pouvoir avoir un contact et un lien avec le psychologue des équipes. Vous avez le droit de m'interrompre, hein, si je suis pas claire, ou si vous voulez me faire part de votre expérience, je serais très heureuse de vous entendre, hein. Et pour parler des mots, comme je disais là, ce que la biologiste avait évoqué, effectivement, j'ai fait cette slide, le danger des mots. Souvent, et c'est pas un reproche, parce que je pense aussi, si on s'intéresse à comment vous êtes en tant que sage-femme, que gynécologue, vous avez parfois un discours très construit, mais comment c'est reçu, ou très construit, je veux dire aussi très dans la défense, d'être très opérationnel dans la technique, peut-être que ça vous aide aussi pour surmonter aussi les difficultés de la vie de vos patients, mais souvent elles sont abruptes, la parole des médecins.
et pas que des médecins d'ailleurs, et elles ont des effets psychologiques assez désastreux. Des choses qui vont vous paraître assez anodines, mais j'ai une patiente que j'ai appelée Annie là, qui m'avait dit en consultation, quand mon gynécologue m'a dit, «Vos trompes sont foutues», moi j'ai entendu: «Je suis foutue». Et en fait, c'est des patientes où quand vous qualifiez finalement l'utérus, ah non là c'est pas très beau là, ou quand vous quantifiez leur nombre d'ovocytes, quand vous leur dites ménopause précoce, en fait tous ces mots-là sont extrêmement douloureux et souvent interprétés finalement avec leur façon de voir les choses. Effectivement, quand vous dites, vos trompes sont foutues, c'est pas d'elles dont vous parlez, mais en fait à ce moment-là, il y a vraiment l'amalgame entre le corps et la personne. De la même façon, il y a une patiente qui dit, «Moi j'aimais mon mari, quand j'ai fait ma FIV, j'avais 39 ans, mais je le trouvais pas très motivé finalement pour faire un enfant. Je lui reprochais aussi son manque de dynamisme au travail. Alors quand la laborantine m'a dit: "Il y a 6 ovocytes en parfait état", mais alors là, les spermatozoïdes, ils sont vraiment paresseux et ils s'accrochent pas, hein». Et alors ma patiente dit: «Bah, alors moi j'ai tout de suite pensé, bah, si son sperme lui ressemble, il y a plus rien à faire. J'avais déjà des doutes sur notre couple, mais alors là, la médecine est bien venue me le confirmer. Très vite, elle l'a quitté. Nous sommes ici pour prendre de la distance et sans doute qu'elle voulait le quitter pour plein de raisons et que ça lui a donné le déclencheur. Mais tout ça pour vous dire que là, ça vous fait un peu sourire, mais c'est vraiment vrai. Et cette situation, même quand je travaillais à Béclair, j'étais avec, c'était une consultation en binôme et le médecin disait ah oui, oui, là, franchement, en plus, ils sont vraiment lents, vos spermatozoïdes, on n'y arrive pas, là, ils sont mous, ils sont ralentis, et la femme qui lui donne un coup de collier, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est exactement pareil. Et en fait, c'est des moments-là où ça nous fait sourire, mais c'est terrible pour cet homme-là qui se prend vraiment toute cette violence de son sperme, comme une fiche d'identité, en fait. Donc, soyez vraiment précautionneux. Enfin, je pourrais vous faire plein de ce qu'il faudrait dire et pas dire, mais dites-vous que tous les adjectifs, toutes les phrases que vous dites pour parler des examens quand vous recevez les spermogrammes, que vous diagnostiquez quelque chose, sont toujours pris d'une autre façon que la façon dont vous voulez l'exprimer. Donc voilà, si je peux me permettre de pour parler de psychologie et moi je t'en prie, je vous en prie. Vous recommandez du coup d'être plutôt factuel euh, quand il y a justement une analyse de résultats à discuter avec le couple. Parce que Non, les mots trop médicaux, parfois c'est compliqué aussi pour les patients. Est-ce qu'il y a des choses non, plus mais en fait, spécifiques, je quoi? sais pas si c'est tant d'être dans le factuel, mais en fait, c'est plutôt de trouver des mots qui sont moins justement, peut-être moins précis et techniques pour vous. Euh, un- Quand on dit réserve ovarienne altérée, en fait, le mot altéré, où vous avez rien dans. Ah, là, il y a un ovaire vide. En fait, ces mots-là, le dire je vois peu de follicules, par exemple, au lieu de ovaire vide, le vide, c'est quelque chose qui est dévaste. Quand vous parlez de réserve, voilà, quand on dit IOP, en fait, dire à quelqu'un que vous avez une insuffisance ovarienne, c'est beaucoup moins fort que de dire ah ouais, là, vous avez une ménopause précoce. En fait, il y a des petits mots où la même chose. Est-ce que vraiment on peut parler d'un spermatozoïde qui est lent, qui est mou, qui est fatigué? Je ne sais pas si c'est des caractéristiques. Peut-être être plutôt. On voit bien que quand vous dites oligospermie, en fait là, ça les affecte moins. Quand ils vont regarder la définition, là, à ce moment-là, et quand on met des vrais mots plus, c'est pas tant rester dans le factuel, c'est je pense que c'est vraiment prendre des pincettes sur les mots que vous allez utiliser. Euh, J'essaierai de trouver des exemples plus précis, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une identification. Je sais pas, l'autre jour, j'ai une patiente, je crois que sa gynécologue a vu, elle a dit une crypte d'endométriose. Je sais pas si ça vous dit ce mot-là. Elle est arrivée, elle m'a dit, mon corps est mort. Elle a entendu crypte comme une tombe. Et elle m'a dit, j'y arriverai jamais si dans mon utérus j'ai une tombe en moi. En fait, alors que pour vous, mais vous vous rendez pas compte en fait à chaque fois. Alors, bien sûr que c'est pris dans un parcours où elle souffre beaucoup et où il y a beaucoup de possibilités de projeter vos propos dans leur souffrance. Mais en tout cas, c'est bon, voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est voilà, soyez vigilants à. Ah oui, et ce qu'on voit pas, j'avais aussi rajouté.
hem, que finalement, moi, je sais pas pourquoi on les voit pas là. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus, après. Enfin, je pense que c'est pas forcément dans le même ordre, mais c'était aussi au-delà des mots qu'on utilise, c'est aussi vos pratiques. Moi, j'ai l'impression là qu'en 12 ans, on a fait aussi un bond dans le savoir-faire. Quand je suis arrivée, on n'arrivait pas vraiment à faire de la congélation, d'ovocytes correctement, donc on faisait beaucoup d'embryons. Maintenant, enfin, toute la technique, elle a beaucoup évolué. Et j'avais juste envie de vous dire aussi quand vous êtes surtout tout seul aussi en cabinet, de pas toujours tout proposer, faire tout parce que c'est possible, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous proposez aussi à faire avec vos patients, parce que parfois vous êtes pris avec le possible, de faire finalement peut-être une sixième tentative parce que c'est possible de le faire, mais est-ce que c'est bon pour le couple? Est-ce que c'est bon pour la patiente d'être stimulée une énième fois? Enfin, voilà, de toujours re-questionner et de faire attention. Et oui, je sais pourquoi je pense à ça. Je pense pas à ça par rapport à l'arrêt des traitements. Je pense que parfois c'est difficile pour les médecins qui sont pris en plus dans la vie des couples depuis longtemps, quand vous êtes aussi seul face à un couple, d'arrêter. Et j'ai envie de vous dire que finalement, ça leur fait du bien, parfois, que ce soit vous qui disiez: «Là, je pense que c'est important qu'on s'arrête là, qu'on a fait beaucoup de choses. Peut-être qu'il est temps de penser à autre chose», alors que ce soit un don de gamètes, que ce soit une vie aussi sans enfant, et cetera, et de pas toujours être un peu, parfois on est pris dans l'acharnement, et à la fois parce qu'on le sent de leur part aussi à eux, qu'ils ont envie d'une dernière tentative. Donc voilà, aussi d'être vigilant à l'arrêt des traitements et que ça vienne de vous. C'est très difficile pour un couple de dire stop, et de s'arrêter. Hem, alors non, là, j'ai dû revenir en arrière. C'est dans la continuité de ce qu'on se dit là, de finalement pratiquer les gestes médicaux avec tact. Alors bien sûr, je ne dis pas que vous ne faites pas les gestes médicaux avec tact. Je dis juste que parfois, là aussi, de la même façon que quand on parle, hem, il y a plein de petites choses, si vous me demandez des conseils. Quand vous, quand vous faites des actes gynécologiques, ne serait-ce que parler. En fait, de parler pendant que vous voilà, bah, là, je vais vous faire, une hystéroscopie, je vais prendre la sonde, voilà comment l'examen va se passer, ça va madame, j'y vais, ça vous fait pas trop mal. En fait, d'accompagner beaucoup votre discours avec votre pratique, enfin, peut-être que vous le faites, déjà, hein, mais ça permet vraiment, une meilleure acceptation de ces gestes-là. Exemple bête, je ne sais pas si ça vous arrivera ou si ça vous arrive de faire des ponctions, en fait, ou même, quand vous êtes dans votre, de mettre de la musique, de dire à la patiente: «Tiens, est-ce que ça vous dirait qu'on mette une musique là pendant la ponction, pendant l'insémination?» Mais ça leur change totalement l'expérience, en fait, du vécu où elles sont tellement tendues, où les hommes aussi sont hyper tendus pendant ce moment-là, et en fait voilà, de mettre de la musique, de parler. Aussi, une autre fois, j'ai eu cet exemple-là, quand vous voulez faire l'échographie, il y a certains praticiens qui disent: «Bah, est-ce que vous voulez-vous mettre la sonde vaginale?» Est-ce que ils peuvent vous dire: «Non, non, non», et il y en a d'autres qui apprécieront énormément, en fait, de faire ça. Voilà, bon, c'est des petits conseils sur, comment vivre psychologiquement mieux cette prise en charge. Bah, je trouve, hein, quand je fais les échos de monito, en fait, souvent je vais mettre quelque chose Ouais, sur elles, en fait. ouais. Mais en fait, elles me disent, mais non, mais c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, en fait. Et j'arrive Mmh. pas à faire passer Mais oui, mais vous vous voyez, voyez ce oui, que je veux mais dire? non, alors que moi, je trouve que c'est super. Et du coup, elles restent ancrées dans ça. Et on a essayé de mettre ça en place là où je travaille. Mais je vois bien qu'en fait, il y en a très peu. On leur a demandé dans la programmation de ramener un châle ou de ramener quelque chose. Mmh. Mais en fait, elles n'arrivent pas à passer ce cap. Pour elles, Oui, mais le c'est j'ai bon. l'habitude, c'est presque aussi leur défense, elles, pour banaliser cet Mm. examen, alors que franchement, elles n'en peuvent plus, parce que là, c'était vous aujourd'hui, mais c'était votre collègue Oui, tout hier, à puis fait. Ouais. c'était un interne l'autre jour, et qu'il y en a qui se défendent comme ça en disant: «Non, non, mais c'est bon, j'ai l'habitude», alors que vous pouvez Mm. dire: «Bah oui, mais moi, je trouve ça plus agréable que Oui, vous mais c'est ce puissiez qu'on se mettre dit. vous On lui dites essaye comme en ça», tout cas. pour lui redonner même une appropriation de son Mm. corps, parce que justement, en fait, j'ai l'habitude, c'est comme si elles en étaient aussi dépossédées Mm. à ce moment-là. Mais vous faites bien, je trouve, de leur proposer quand même aussi. Hem, bon, alors là, je remets les hommes aussi dans la consultation, parce que finalement, au-delà du fait qu'on ne les voit pas beaucoup en consultation, je pense que parfois vous aussi, vous ne les voyez pas beaucoup, même si depuis quelques années, ils sont plus présents, on leur fait plus de place.
Mais je pense que c'est intéressant alors dans les équipes, on pourrait se dire aussi, je trouve, et vous, pour ceux qui ont de la pratique en libéral, par exemple, au lieu d'envoyer le traitement que à la patiente, bah, vous mettez juste en copie de mail les 2 mails. Vous pouvez aussi écrire au monsieur ou appeler le monsieur sur son portable. Leur demander aussi quand ils viennent en consultation, finalement, aussi eux, comment ils ont vécu le protocole, pas que s'adresser à la patiente. Euh, voilà, ça, oui, c'est tenter les responsabilités, mais c'est surtout de leur faire une place. Parce que souvent, nous, quand on a les hommes, ils disent non, mais de toute façon, nous, les médecins, ils nous regardent pas, hein. De toute façon, comme c'est ma femme qui fait tout, on... donc voilà, d'avoir ça aussi en tête, de pouvoir les considérer comme des interlocuteurs un peu à place égale. Euh, En conclusion, voilà, pour revenir un peu sur tout ça, c'est vraiment, vraiment, quand vous les voyez arriver dans votre cabinet, il y a une préhistoire à leur arrivée, que le diagnostic d'infertilité constitue un véritable traumatisme qui va avoir des conséquences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur plein de domaines de leur vie. Le je ne suis pas une femme si je ne suis pas mère, c'est vraiment tout le temps dans leur tête, même si on peut prendre du temps pour penser que c'est pas le cas. Mais le fait de ne pas y arriver, ça entraîne une dévalorisation et une culpabilité très intense, avec un fort ressenti d'inutilité. Mais les hommes aussi disent ça, hein. Je suis pas capable de faire un enfant à ma compagne, j'ai pas été capable de faire le recueil alors qu'on me demande juste d'aller me masturber dans une petite pièce. Donc ce sentiment d'inutilité est très fort. Souvent, le sentiment d'injustice, il est souvent présent dans nos consultations. C'est injuste, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi l'autre y arrive, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu, alors que mon voisin, lui, il a 4 enfants. Donc ça, c'est des notions qu'on retrouve tout le temps. Euh, et voilà, pensez aussi que souvent les couples se séparent aussi après des parcours et des longs parcours. Ils se séparent aussi après avoir eu leur enfant. Et ça, on peut questionner sur le fait que finalement, c'est tout ce parcours-là, toute cette impossibilité à réussir qui les faisait tenir aussi ensemble. Finalement, le combat parfois soude aussi beaucoup. Et une fois que le projet arrive, on les voit aussi, ces couples, exploser après. Mais ils explosent aussi. Je l'ai pas marqué, mais je crois qu'il y a 60% des couples qui arrêtent même au bout de la troisième tentative, il y a 60% des couples qui abandonnent tellement le parcours est trop difficile. Parfois, c'est parce qu'ils se séparent, mais aussi c'est parce qu'ils abandonnent. Et la dernière phrase, et on pourra aussi en discuter ensemble, je suis vraiment pour une prise en charge globale, que ce soit dans les équipes hospitalières, on y arrive de plus en plus, mais aussi d'avoir vous des référents quand vous travaillez finalement seul en cabinet, de référer chez la diététicienne, de référer chez la psychologue, de référer chez l'acupunctrice, que c'est des parcours qui sont tellement longs, tellement effractants pour le corps, la psyché, le couple, que c'est important de les prendre dans la globalité, vos patients. Ce sont des êtres humains qui ont aussi besoin de soins du corps, de soins de la tête, et pas que juste de mettre de mettre leurs gamètes en connexion et de faire des transferts. Et je pense que la prise en charge globale, elle aide aussi dans les résultats, dans la façon dont on va s'occuper de ces couples-là, vont aider d'un à mieux vivre leur parcours, qui est quand même important, même si ça échoue, c'est quand même mieux d'avoir vécu ce parcours du mieux possible. Mais aussi, je pense que dans le succès des tentatives et de la PMA, d'être pris en charge globalement et de sentir une équipe qui est aussi ouverte à tout ce qui entoure le couple est essentiel. Et je me fais une petite auto-promo, mais parce que je pense que c'est assez intéressant pour vous. J'ai eu la chance de pouvoir faire je ne sais pas si vous connaissez des podcasts, du coup j'ai fait 8 épisodes où je fais parler des professionnels de santé qui travaillent aussi à Cochin et mes patients. Et c'est un peu un regard croisé. Et ça peut être très intéressant pour vos pratiques où justement on parle de tout cet accompagnement-là, comment les équipes le vivent, comment les patients vivent tous ces parcours-là. Alors il y a celui-là, mais il y a plein, plein, plein de podcasts ça explose en ce moment et ils sont enfin, vraiment passionnants. Et on voit comment les patients aussi, finalement, et ça aussi, je veux bien votre retour, on voit comment ils deviennent experts aussi aujourd'hui, nos patients. Enfin, là, moi, je le vois avec aussi en ces 12 années d'expérience, que ce soit par les podcasts, par les sites internet, par les blogs. On voit de plus en plus de patients qui commentent leur traitement, qui décident de leur traitement, qui ont vu un traitement chez leur copine et qui le demandent
Bah, ça aussi, c'est important de rappeler finalement aux patients qu'ils ne sont pas, ils sont experts parce qu'ils ont vécu ces parcours, mais parfois il faut que vous puissiez reprendre votre place de celui qui sait et qui essaie de penser au mieux pour eux. Et parfois, enfin voilà, il y a plein de sujets passionnants et j'ai pas eu le temps de faire des slides là-dessus, mais aussi avec toutes ces nouvelles formes de famille. Donc nous, à Cochin, on est très bien placés pour le savoir parce que l'ouverture des lois de bioéthique, vous êtes sans doute au courant, nous laisse aujourd'hui la possibilité en France d'accueillir les couples de femmes, les femmes seules, donc laissant advenir plein de nouvelles formes de parentalité qui n'a de cesse finalement de réinterroger vos pratiques, vos techniques. Et encore une fois, je le redis, finalement, vous allez réussir à faire tomber ce couple enceinte, c'est accompagner ces femmes seules à avoir des enfants, mais pourquoi, comment, dans quelles conditions, quelle finalement nouvelle famille ça va être? Et je pense que on ne peut pas faire ces pratiques-là sans se questionner. Et moi, je vois en tout cas en mon nom que c'est pas si simple. C'est-à-dire de trouver que enfin, moi, je trouvais ça super que ces lois s'ouvrent et d'accueillir toutes ces femmes et ces couples ici. Mais bah, c'est pas si simple finalement. Je trouve à ces femmes de les laisser faire ces bébés seuls, que elles sont parfois aussi fragiles et qu'on est là, nous, les équipes, on a aussi un devoir de les interroger, comme là je vous disais, mais vous aussi interrogez vos pratiques, mais de faire interroger nos patients sur leurs limites, sur les possibilités que les techniques leur offrent. C'est ça que je vous disais, mais oui, oui, madame, vous pouvez, vous avez le droit, vous avez 42 ans, vous avez le droit de faire les 3 inséminations, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vous met pas en péril? Est-ce que l'équipe a raison de faire ça, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça que j'avais envie aujourd'hui de ne pas vous faire un vrai cours, c'est surtout voilà, de penser ensemble. Et moi, j'aime beaucoup quand les gynécos tapent à la porte et nous racontent un peu leurs difficultés et qu'on puisse échanger ensemble. Donc voilà. Rachel, c'est Comme ça, passionnant. vous aurez plein de temps pour déjeuner. Et non, mais je pense que c'est, je sais pas ce que tu définis comme un vrai cours, mais c'est exactement ce qu'on voulait. D'accord. Et je pense que c'est surtout. J'ai pas parlé de Freud, quoi. Quand même, j'ai fait une impasse sur donner lui. Enfin voilà, montrer toute cette partie qui est vraiment indispensable pour les patients, c'est pour les couples et pour les hommes aussi, remettre l'homme aussi dans la consultation. Et je pense que c'est important que tout le monde ait ces notions-là pour que les couples soient le mieux pris en charge possible. Et puis moi, je recommande aussi le podcast, que je les ai tous écoutés. Oh, et j'en fais la promo auprès de mes patientes, parce que je trouve que c'est... voilà, les patientes, souvent, elles sont un peu... les couples aussi, mais surtout, c'est vrai que quand même les femmes... elles se plaignent plus, à moi en tout cas. Et c'est vrai qu'elles sont contentes de voir qu'il y a d'autres femmes qui sont dans les mêmes situations et de voir qu'elles ne sont pas toutes seules. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir leur donner des supports comme ça, qui sont simples et qui ne sont pas juste des rendez-vous encore et encore. Là, c'est juste dans le métro, dans les transports et tout ça. Donc je pense que c'est très bien. Il y a pas mal de petites questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle aussi. Ouais. Bonjour, excuse-moi, j'ai l'impression que des fois, le couple vient pour que je désigne le coupable. C'est qui? À qui la faute? Qui est le plus fautif de l'autre? Et là, des fois, j'ai du mal à... j'essaie le plus souvent, bien sûr, d'intégrer les deux. Mais le but, c'est ça, c'est à qui la faute? Mais c'est extrêmement juste et je pense que ça doit être vraiment une situation qui est difficile. Mais je pense que je vais utiliser un terme inconsciemment. Je pense que ce que vous sentez là est réel. Je pense qu'il y a un moment, même si, c'est pour ça que je dis inconsciemment, consciemment, ils n'ont pas très envie d'accuser l'un et l'autre. Il y a un moment où quand ils viennent à deux, ils ont un peu envie de savoir qui est le coupable, à qui la faute, à qui on va devoir, à cause de qui on va devoir faire tout ça. Et après, c'est justement ça, pour faire un peu de psychologie, le revers de la médaille du coupable, c'est aussi sa propre culpabilité à avoir accusé l'autre. Donc ça met une dynamisme dans le couple qui est compliqué. On est assez agressif finalement quand on dit tu vois tout ça à cause de toi. Et après on voit finalement comment ça se balance. Mais non chérie, c'est pas de ta faute, moi aussi. Et dès qu'on trouve, moi je me souviens d'une patiente, elle pensait que c'était que elle parce qu'elle pensait que, je sais plus, je crois qu'elle avait peut-être un peu moins d'ovocytes qu'il faudrait. Et le jour où on a trouvé, parce que alors maintenant avec les spermatozoïdes, là vous trouvez plein de choses. Alors que vous ne leur donnez que des vitamines, mais ça a un petit nom. Il y a quelque chose dans les spermatozoïdes qui ne va pas. C'est pas térato, la fragmentation. En tout cas, il y a des nouvelles choses et on voit les patientes mais hyper soulagées de se dire il n'y a pas que moi. Je ne suis pas la seule.
Et peut-être que, mais c'est très intéressant quand vous ressentez ça, de pouvoir parfois leur dire. Vous savez, parfois j'ai l'impression que je me sens accuser quelqu'un, mais en fait, là, moi, je veux trouver une solution pour vous. Et on va réfléchir ensemble, et je vais réfléchir avec vous sur quelle solution on peut apporter à ce qu'on vient de découvrir. Oui, le spermogramme n'est pas très bon, c'est pas des très bons résultats. C'est pas, d'ailleurs, il n'est pas très bon. Les résultats ne sont pas optimum. Vous voyez, c'est ce genre de trucs où on dit c'est pas bon, c'est pas optimum, mais on va trouver des solutions. En fait, c'est toujours et c'est hyper fatigant. Hein. C'est un peu comme avec les enfants. Quand au lieu ce serait bien que tu ranges ta chambre parce que de vivre dans le bordel, c'est pas au lieu de dire range ta chambre. Il y a une étudiante qui a dit qu'elle a une formation d'hypnose conversationnelle et que ça l'a fait beaucoup avancer justement dans son discours, dans les annonces, etc. Et que c'était le fruit d'un long apprentissage d'expérience. Mais effectivement, il y a plein de thérapeutiques différentes là. Je pense qu'en plus aujourd'hui ça foisonne un peu de partout. Il y a des gens pour qui la sophrologie ça marchera, d'autres pour qui la thérapie c'est mieux. Il y en a qui ont besoin de faire aussi du yoga d'infertilité. Il y a plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas être contre certaines pratiques. Je pense que les patients doivent trouver ce qui leur correspond le mieux en fait. Alors après, il y avait des questions qui étaient notamment, à quel moment du parcours de soins proposer la consultation psy, dès la première consultation ou après un échec de FIV? Alors ça, c'est un peu un dilemme. Moi, je pense que ce qui est pas mal de faire, c'est quand vous les voyez pour la première fois, justement aussi pour pas être vous pris dans un truc un peu psy, ce que tu disais tout à l'heure, où parfois c'est écoutez, voilà, je suis très heureuse de vous avoir reçu. On s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui, mais voilà, c'est un parcours qui parfois est long. Ça vous met quand même en difficulté dans votre couple. Et là, c'est des examens qui vont être assez invasifs. Je pense que ce serait important de n'hésiter pas à aller rencontrer la psychologue. Je vous recommande machin qui est à côté de chez vous. Et c'est juste, ne serait-ce que leur dire ça, les patients, ils se disent, non, mais en fait, mon médecin, il pense à ce que je ressens. Il ne pense pas que à mon examen gynécologique. Et vous, ça vous met aussi un peu à distance, parce qu'après, ils vont vous écrire. Et après, ils prennent, ça prend beaucoup de place, en fait, aussi, cette dimension-là. Dès le début plutôt qu'une fois que ça va pas en fait. En plus, ils peuvent le prendre mal. Ah ouais, bah il sait plus quoi faire, lui. Il sait plus quoi faire, il m'envoie chez le psy. Ou ça renvoie à la slide qu'on disait aussi sur c'est dans votre tête. Non, mais je crois que là, il me sent hyper stressé. Ah, c'est à cause de mon stress, docteur, que vous dites ça. Et si vous leur dites ça, écoutez, madame, là, vous me paraissez un peu angoissée, elle va. Vous savez, comme je vous dis, ils projettent beaucoup de choses sur ce que vous allez leur dire. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de l'amener dès votre rencontre avec eux. Et après, bien entendu, aussi, quand il y a des échecs, de dire, mais ça me paraît quand même difficile ce que vous vivez là en ce moment. Ce serait bien d'avoir un lieu pour parler de tout ça. Je suis d'accord. Et non, après, bon, alors, il y a quelqu'un qui demandait le coût d'une consultation psychologue en ville. Bon. Alors, moi, je prends très, très cher, mais tout le monde. Je pense qu'en France, c'est entre 50 et 100 euros, en gros. Ça dépend où vous habitez. En plus, on a de la chance que maintenant, il y a presque 5 consultations qui sont remboursées par certaines mutuelles, donc on peut faire des factures. Mais de toute façon, c'est sûr que ça a un coût. C'est sûr que ça a un coût. Mais le but, il n'est pas de faire 30 séances. En fait, c'est de trouver aussi. Mais de toute façon, l'ostéopathie, la sophrologie, la psychologie, tout ce qui est extra médical, ça a toujours un coût. L'ostéopathie aussi, c'est vachement bien dans ces prises en charge-là. L'hôpital public, c'est plus simple. Ouais. On a de la chance parce qu'on a beaucoup de psychologues de qualité. Donc, sauf que tu vois, ce que je disais aussi, c'est que parfois ça permet, c'est pas la même prise en charge et que parfois aussi le patient, mais c'est sûr que c'est essentiel. Aussi, depuis le Covid, parfois c'est plus simple aussi de faire des téléconsultations pour les patients qui ont du mal à se déplacer parce que c'est vrai que finalement symboliquement quand elles sont chez elles, ça. Ouais. Et puis après, il y a peut-être ça aussi. T'as raison. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de venir à une consultation avant 16h quand c'est pour aller voir la psy et que c'est pas du coup obligatoire. Et... Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup.